Avant ça, pour vous aider à digérer et lancer l'après-midi, je voulais simplement vous partager quelques réflexions qu'on a chez Diamart sur ce qui se passe dans le métier. Euh, J'ai fait les slides évidemment avant la discussion ce matin, mais vous allez voir qu'on retrouve finalement beaucoup des idées qui sont là-dedans. Donc moi, nous, il nous semble qu'il y a 5 choses exogènes, des facteurs de transformation qui transforment votre métier, votre secteur. Il y a les successions de crises, les chocs exogènes, bien sûr, le digital, la RSE. J'ai remis le client, je vais vous dire pourquoi, et puis bien sûr la data. D'une manière générale, les chocs, on en a parlé abondamment ce matin, ce qu'on voit bien, c'est que ça, en fait, comme ça ne fait pas forcément faire des 360, des 180, plus exactement, sur le plan stratégique. Ça va plutôt avoir un effet d'accélération et de radicalisation des transformations qu'on avait déjà vues. Mais surtout, ça élève énormément les niveaux d'exigence sur la précision, la résilience, la solidité des modèles économiques, etc. Sur le digital, de manière un peu taquine, ce matin, je disais que ça fait quelques décennies que je traîne dans ce secteur. Ça fait un moment que ça a mis un peu de temps à venir. Là, ça y est, on est vraiment rentré dedans. La RSE, je ne refais pas le film, on en a parlé abondamment. Je vais redire juste un petit mot. Et puis, les clients et la data autour des produits. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets derrière les mots? Ce qui me frappe, c'est que le digital, encore une fois, pèse aujourd'hui dans le monde du négoce, à l'exception de quelques acteurs, par exemple dans le monde de l'électricité, on a des chiffres de pénétration du e-commerce et de l'omnicanal qui sont très forts, mais globalement, vous êtes un secteur sur lequel le poids du e-commerce et de l'omnicanal est plus faible que sur le B2C. Et la transformation s'est faite de manière plus lente parce que l'adhésion des artisans à ces façons nouvelles de consommer et d'acheter est venue un peu plus lentement. Il y a eu un peu plus d'inertie dans l'adoption des comportements par rapport au B2C. Bon, ça y est, on voit arriver des choses. J'ai mis une photo de Screwfix parce qu'ils arrivent, mais j'aurais pu mettre une photo de Le Galais ou même de Rexel. Il y a des tas de modèles intéressants déjà en matière d'intégration omnicanal. Mais plus fondamentalement, ce que je crois, c'est que à la fois, on voit bien que les enjeux sont les mêmes, c'est-à-dire de l'intégration omnicanal, de la fluidité, du je ne choisis. C'est ce que disait la personne de Le Galais tout à l'heure à table. Il disait, je ne sais pas si on est en avance en omnicanal, on a juste choisi de ne pas choisir à la place du client. Et je trouve que c'est une bonne façon de le dire, qui est de dire on veut laisser la liberté au client de faire comme il veut, d'où il veut, de toutes les façons qu'il veut. Il commence ici, il termine là, il revient en magasin, il finit online. Voilà. Et donc, il fait comme il veut. Donc ça, c'est une belle, je pense, une belle ambition. Mais les façons, les modalités de l'application de l'omnicanal et du digital dans le négoce, il faut surtout pas faire du copier-coller de ce qu'on voit dans le B2C. Vous le savez bien. Et il peut y avoir cette tentation, parfois, puisque le B2C étant un peu en avance, on peut avoir la tentation de plaquer les modèles, et c'est évidemment surtout pas ça qu'il faut faire. Au-delà de la transition digitale, il y a surtout une transition technologique dans laquelle le négoce est embarqué là, de manière très profonde. Alors certains acteurs sont déjà très avancés, très matures, d'autres sont en bas de l'escalier, et l'escalier est un peu long des fois, comme vous pouvez voir. On a eu une discussion marrante à déjeuner là, à la table autour des ERP. Je dis marrante parce que parfois c'est tellement épouvantable qu'on préfère en rire pour ne pas se faire trop de mal. Ce que vous vivez dans le secteur du négoce, c'est ce qu'on vit dans tous les secteurs du commerce, c'est que si je vous le fais de manière caricaturale, un projet ERP, c'est un budget au départ. Une fois qu'on a fini de résoudre les déconvenues techniques, on a fait x2 sur le budget. Et quand on a rajouté le besoin de change, d'accompagnement, etc., qui est beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu, on est à x3 en termes de calendrier et de budget. C'est à peu près la règle. On pourrait discuter de la faute à qui. Indépendamment de ça, et même si tous les projets ne sont pas aussi lourds et complexes que des ERP, nous, ce qu'on voit, c'est que le besoin d'accompagnement est toujours sous-estimé. Systématiquement, dans 100% des projets technologiques qu'on voit, vous sous-estimez le besoin de change management en accompagnement de la dimension technologique. Et c'est encore plus vrai dans le secteur du négoce que dans le B2C, où les dimensions d'ancrage local, de complexité, de spécification, de personnel, du rôle de l'humain, etc., sont évidemment encore plus forts que dans le B2C. Et donc, il y a des facteurs de complexité supplémentaires. Et pourtant, c'est vraiment important, quoi.
Donc, si j'ai un message là-dessus, c'est soyez psychorigides là-dessus, quoi. Ne croyez pas les intégrateurs ou les vendeurs, même parfois de soft, s'ils vous disent que c'est facile et que le change se fera facilement. C'est pas vrai. Le change se fait jamais facilement. L'objectif étant d'arriver à ce qui fonctionne quand ça fonctionne, ou au bout du chemin, c'est-à-dire d'avoir une intégration de la technologie dans les process et dans le métier pour arriver à faire ce qu'on appelle de nos voeux dans le commerce et le retail depuis longtemps et que parfois un petit peu théorique, qui dans le négoce est vraiment le Graal auquel tout le monde aspire, qui est bien de dire que la technologie ne sert pas à supplanter, à court-circuiter, à remplacer l'humain, elle cherche à l'augmenter. Cette notion d'humain augmenté qui est assez à la mode dans le monde du marketing, du commerce et du digital, je trouve qu'elle n'est nulle part aussi vraie que dans les secteurs du négoce. Et lorsque, avec ces technos, vous avez fait le travail d'intégration et de change, vous arrivez à des accélérateurs de performance humaine qui sont effectivement souvent, il y a vraiment des choses assez admirables. Ce qui veut dire que, déjà, je crois profondément, c'est que dans le négoce, plus encore que dans le B2C, et je crois déjà que c'est vrai aussi dans le B2C, dans le négoce plus encore que dans le B2C, le vrai facteur de succès dans vos métiers, c'est ce que j'appelle le modèle managérial, c'est-à-dire, ce n'est pas les RH, c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'entreprise. C'est le patron, le fondateur, pas le fondateur, mais le quasi-fondateur d'ADO, Damien Delplante, qui disait l'organisation, le management, ça consiste à mettre chacun en situation de donner le meilleur de lui-même. Je trouve que c'est une belle définition du management. Et dans vos métiers, le négoce, je trouve, se prête très bien à des modèles managériels très intéressants, qui pour moi sont les plus passionnants à observer et les plus performants, qui sont des modèles dans lesquels vous avez une vision politico-stratégique extrêmement forte. Vous avez une très grande autonomie dans l'action opérationnelle, dans la relation client, dans beaucoup de responsabilisation et d'initiative individuelle, et une standardisation des process par les outils, par la technologie, qui n'est pas une standardisation enfermante du type il faut que je demande l'autorisation du patron pour aller faire quoi que ce soit, mais dans lequel on a des outils qui modélisent et qui garantissent la performance par la standardisation, mais en laissant énormément de place à la responsabilité, à l'initiative individuelle et voire à l'ajustement local. Et dans la distribution, d'une manière générale, c'est les modèles qui nous paraissent les plus performants sur la capacité à fabriquer de l'énergie humaine et de la performance. Et le négoce se prête merveilleusement à ça. Si j'avais envie d'être taquin ou de faire de l'esprit, je pourrais faire un parallèle avec l'organisation de l'Église catholique en disant c'est un peu pareil. Il y a une très grande standardisation des valeurs et une vision très forte, la foi, tout ça. Il y a une très grande autonomie opérationnelle dans l'action, un certain nombre de standardisations des qualifications. Et enfin voilà, c'est un peu pareil en fait. J'ai expliqué une fois à un curé, un prêtre, que le modèle d'organisation de l'Église était similaire à celui des meutes de loups aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à l'organisation des meutes de loups. Sur le plan sociologique, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'avait pas fait rire. Bon, je ne vais pas m'étendre longuement sur la RSE. C'était passionnant, j'ai trouvé tout à l'heure, de voir à quel point des intervenants de secteurs d'activité, de profils, de parcours, de types d'entreprises aussi différents sont également aussi convaincus qu'il ne s'agit pas de rajouter des cerises pour rendre le gâteau sexy, il s'agit de changer le gâteau. Et donc on est sur des choses qui sont extrêmement profondes. Et la deuxième chose intéressante, c'est que oui, ça coûte. En même temps, les efforts... la vertu qui coûte, c'est celle qu'on sacrifie en premier. Et donc il s'agit bien de changer la façon de faire le métier pour être plus vertueux sans en faire trop payer le prix aux clients, plutôt que de rajouter des couches de vertu par-dessus la façon historique de faire le métier. Parce que si on fait ça, pour le coup, on fait que rajouter des coûts. Et si les seuls efforts durables sont les efforts rentables, alors ça veut dire aussi qu'il faut assumer que vous devez prioriser en matière de RSE des investissements sur des choses qui seront visibles par les clients pour que vous en fassiez un facteur de préférence et de performance. Alors, vos patrons RSE, ils n'aiment pas ça souvent. Quand on dit la capacité à transformer en atout marketing les efforts RSE, c'est aussi important que l'impact.
ils n'aiment pas parce qu'ils vous disent ouais, c'est du greenwashing, tout ça. Voilà, il faut la vertu, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, tout ça. Enfin, vous connaissez ce. Voilà. Moi, je crois que c'est pas du tout réaliste d'imaginer qu'on peut être sur une vertu qui est une vertu essentiellement de sang et de larmes. Je pense que ça marche pas. La vertu, elle résiste pas assez longtemps comme ça, et que donc pour qu'un effort durable, pour qu'un effort RSE soit durable, il faut qu'il soit rentable. Et pour qu'il soit rentable, il faut qu'il fabrique de la préférence client. Donc, ayez aucun scrupule. Mettez vos moyens sur ce qui va fabriquer de la préférence client. Client, client, client. De manière parfois un peu provoque, j'aime bien dire aux négociants qu'il est temps de passer d'une culture produit à une culture client. Alors évidemment, on me répond, mais les clients, on les connaît par cœur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les clients, vous les connaissez par cœur et vous avez cette chance extraordinaire que vous les voyez tout le temps, vous leur parlez. Parce que dans le B2C, les clients, on les voit dans les magasins, mais on ne leur parle pas tellement, en fait. On leur parle un peu, mais enfin, on ne leur parle pas tant que ça. On a un niveau d'interaction avec eux qui est beaucoup plus faible que celui que vos gens dans les agences, dans les dépôts, dans les points de vente ont avec vos propres clients. Et deuxièmement, tous vos clients sont tracés, ou en tout cas la très grande majorité de vos clients sont en compte, donc c'est du tracé. Je peux vous dire que mes clients, à moi, retailers du B2C, ils rêvent d'avoir le niveau de connaissance et d'interaction avec les clients que vous avez. Et pourtant, c'est pas vrai que pour bien connaître vos entreprises, moi je ne trouve pas que vous ayez des entreprises guidées par le client, par une culture client profonde, par une qualité de réflexion sur le client profonde. Et je pense qu'il y a des progrès importants à faire là-dessus. Alors c'est en chemin, hein, et je trouve que justement le secteur est en train de bouger à toute allure sur le plan culturel depuis quelques années, et que cette mue de la culture produit à la culture client, elle est en chemin, avec des choses que je trouve formidables. Qu'est-ce que ça veut dire être orienté client? C'est construire les politiques à partir de la connaissance client d'abord, bien sûr. Sur la relation client, comme il y a plein de choses formidables qu'on peut faire maintenant de manière beaucoup plus simple, que vous faisiez déjà un peu, que la techno permet de faire de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus économique aussi. Le marketing client, vous avez la chance, je disais, incroyable de tracer tous vos clients. En fait, honnêtement, vous avez un niveau de sophistication de vos pratiques en matière de marketing client qui est quand même souvent, dans beaucoup de chaînes de négoce, assez simple. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais il y a des niveaux de sophistication et d'ambition de ce que vous faites qui, vu avec vue du B2C, sont étonnamment modérés finalement, compte tenu de la connaissance client que vous avez. Et puis la culture, il ne s'agit pas de savoir de parler à ses clients pour pouvoir dire qu'on a une culture vraiment orientée client. Donc c'est peut-être un peu des truismes. Moi, je trouve que le secteur il y a une accélération de ce phénomène sur les 3-4 dernières années, on va dire, dans lequel on voit le curseur se déplacer de la culture produit à la culture client. Et il me semble que c'est un des éléments transformationnels très profonds de ce qui se passe dans le négoce. Et très positif. Et puis le dernier point sur lequel je voulais dire un mot, qui est le 5e grand enjeu peut-être dans votre secteur en ce moment, qui est la chaîne marchandise, on va dire, la chaîne produit. Quand on parle de digital, les gens ont tendance d'abord à parler e-commerce, commande à distance. Vous savez bien que le digital, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, derrière digital, on peut mettre toute la transformation technologique du métier, et qui concerne moi autant le back-office que le front-office. Moi, mon expérience, c'est que les projets technologiques, les projets de transformation qui ont les meilleurs paybacks, c'est les projets d'optimisation de la chaîne marchandise. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire sur la donnée client, etc. Mais les meilleurs paybacks sont sur la chaîne marchandise. Et donc, ça passe par différentes choses. Ça passe par, bien sûr, un vrai catégorie management et une intelligence de la construction des gammes et des offres qui soit vraiment forte. Ça passe par de la supply chain, on en a parlé tout à l'heure, avec de la qualité de prévision des ventes et de l'interfaçage tout au long de la filière qui est celle des économies et des gains de précision et de satisfaction client considérables. Et puis au départ de tout ça, ça passe par la data produit. Comme je disais tout à l'heure, quand on a créé l'activité data chez Diamart, on pensait faire des choses très sophistiquées de modélisation avec du machine learning et des trucs de guerre des étoiles. Et en fait, on fait des choses qui, dans une large mesure, consistent à aider nos clients à avoir une data propre, opérationnelle, actionnable,
bien rangé au bon endroit, accessible par les bonnes personnes. Et déjà, ça représente un travail important et ça représente des gains de performance sur ce que ça permet de faire qui sont absolument phénoménaux. Donc, il me semble que si j'étais DG d'une boîte de négoce aujourd'hui, d'une entreprise de négoce, très clairement, l'optimisation de la chaîne marchandise au travers du digital et au travers de la data produit serait certainement quelque chose qui serait absolument sur le dessus de ma pile de priorités. Et ça tombe bien, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant.